Bonjour, ici François Tadei des Productions 640KB. Bienvenue à cette autre émission de Micro.info. Cette semaine, pour l'édition du 21 avril 2003, il sera question au cours du segment technique de réseautique sans fil, d'un outil de communication novateur québécois, de logiciels de création DVD, d'un jukebox MP3, mais on va commencer sans plus tarder en rejoignant Michel Matt, qui a des imprimantes de Canon à nous présenter. Bonjour Michel. Salut François. On va parler ensemble d'imprimantes de la compagnie Canon parce qu'ils ont renouvelé leur gamme. Oui. Ils ont remplacé toutes les gammes S par les gammes I ce printemps. Exactement. Et on va commencer avec un premier modèle qui est le I850. Oui, c'est un tout nouveau modèle qui vient d'apparaître sur le marché, la I850, qui est une imprimante là, un petit peu familiale pour monsieur tout le monde, qui va nous donner une résolution maximale en couleur pour les photos de 4800 par 1200, puis une résolution de 600 par 600 pour le texte, en noir et blanc évidemment. Il faut mentionner encore une fois, et on mentionnera assez jamais, pour la photo, ça prend du papier en conséquence. Oui, tout à fait. Il ne faut pas perdre notre temps à imprimer des photos sur du papier ordinaire. Ça prend du bon papier. Nous, on a utilisé du papier Canon. Canon nous dit qu'avec ce papier-là et avec leur encre, on a normalement une durée de vie de photo de 25 ans. On verra en 2028. On n'a pas terminé le test encore. L'imprimante, la I850, comporte 4 petits réservoirs d'encre, c'est-à-dire un noir plus les 3 couleurs de base pour faire de la photo, ce qui va nous permettre de pouvoir ne changer que la couleur qui est épuisée. Et en plus, il y a un petit processeur à l'intérieur qui va détecter le bon niveau d'encre d'une couleur en particulier, par exemple, et qui va nous avertir avant d'imprimer. De cette façon-là, ça va nous éviter de gaspiller une photo, par exemple, et de manquer de jaune en cours d'impression. Ça, c'est la Think Tank. C'est exactement une nouvelle technologie là, qui est chez Canon. Peut-être qu'il faut mentionner aussi qu'au niveau de l'interface, elle est différente des autres qu'on va regarder. Hein? Oui, cette imprimante-là supporte le port USB ainsi que le port parallèle. C'est la seule là, qui nous donne encore la possibilité de brancher ça dans un port parallèle pour ceux qui ont peut-être des ordinateurs moins récents. Et ça nous a donné quand même d'excellents résultats. C'est une imprimante qui est, je dirais, très, très, très rapide et silencieuse. Et très silencieuse. Ça, j'ai apprécié ça énormément. Au niveau des tests qu'on peut conduire, eux, sur le site de Canon, nous disent que, par exemple, une photo 4x6 sans marge, on peut l'imprimer en 48 secondes et une 8x10 sans marge en 90 secondes. Toi, tu as fait des tests avec des 8x10 et tu n'arrives pas tout à fait au même résultat. C'est évident que lorsqu'on nous fournit des tests, c'est toujours fait dans des conditions optimales. Nous, on a imprimé une photo qui était très colorée et une photo d'environ 2 mégapixels. Et les résultats sont un petit peu supérieurs à ceux de Canon, mais sont quand même excellents. Puis je te dirais qu'ils battent probablement la plupart là, des imprimantes qui peuvent compétitionner dans la gamme de prix. Oui, au niveau du prix, justement, ça, c'est peut-être la force de cette imprimante-là. Oui, un prix suggéré de 229 $ canadiens. C'est disponible présentement. Donc, c'est pas cher là, pour une imprimante qui nous offre cette qualité-là. Puis, je le répète, là... les cartouches sont pas chères non plus. Les cartouches non plus ne sont pas très dispendieuses. C'est autour d'une vingtaine de dollars là, par cartouche. C'est certain qu'il y en a 4, mais c'est quand même un prix intéressant pour la qualité que ça va nous donner. Si on passe à l'autre modèle, la I950, bon... physiquement, on voit, là, c'est des imprimantes qui se ressemblent. Là, en passant, oui. Ils n'ont pas beaucoup de fonctionnalités, ils n'ont pas d'écran LCD, ils n'ont pas de cartouche. C'est un point si on compare, par exemple, avec HP. HP qui a des petits écrans LCD et également des lecteurs de cartes pour les cartes mémoire pour les appareils photo. Ici, c'est tout simple. On n'a que 2 boutons ainsi qu'une petite lumière qui nous dit que l'imprimante est sous tension. La i950, la différence avec l'autre, premièrement, elle ne fonctionne que sur le port USB. Donc, si vous n'avez pas de port USB dans votre ordinateur, oubliez-la. Au niveau résolution, c'est supérieur. On a une résolution maximale de 4800 par 1200 au niveau noir et blanc pour le texte. Pour ce qui est de la photo, c'est la même chose, 4800 par 1200. Par contre, on a 6 réservoirs d'encre à l'intérieur, donc des couleurs que j'ai trouvées un petit peu plus riches, un petit peu plus vives là, pour la photo, quoique l'autre était quand même très bonne, mais je te dirais que i950 est un petit peu supérieur. Évidemment,
lorsqu'on a imprimé du texte, les temps ont été beaucoup plus lents parce que la résolution est supérieure. Mais au niveau de la photo, elle est plus rapide que la I850. Mais il faut le dire, bon, évidemment, avec tous les outils de paramétrage, on peut régler la définition pour revenir. Oui, le pilote, d'ailleurs, nous permet de faire plusieurs modifications et également d'adapter la photo comme on veut. Et je tiens à ajouter qu'elle est tout aussi silencieuse que la I850, puis ça, c'est très agréable. Au niveau de la vitesse d'impression, on nous dit, évidemment, sur le site de Canon, qu'une photo 4:6, là, ça prendrait moins de temps, 37 secondes. Exact. Une 8x10, 60 secondes. Mais globalement, il faut le dire, si on imprime tout le temps en haute résolution, ben, les performances sont quand même un petit peu plus lentes. Là. Oui, ben c'est certain, comme je le disais, c'est toujours des chiffres qui sont faits dans des conditions optimales. Donc, pour un 8x10, je crois, on est allé chercher un petit peu plus qu'une minute. Là. Et c'est quand même très bon, là, parce qu'on a déjà vécu des imprimantes qui nous donnaient de la qualité inférieure à ça, qui allait chercher du 3, du 4 et du 5 minutes pour imprimer des photos 8x10, alors que là, on va chercher 1 minute 30. C'est excellent. Elle est un petit peu dispendieuse et difficile à trouver, par contre. Oui, je ne l'ai pas encore trouvé dans la région de Québec au moment où on se parle, et il y a un prix de détail suggéré autour de 499 $. Quoi qu'en magasinage, je suis persuadé qu'on peut peut-être trouver un prix inférieur un petit peu à ça. Mais c'est tout nouveau, c'est pour ça. Mais c'est quand même un nouveau produit, c'est quand même, je dirais, de la qualité. Oui, mais il faut le mentionner, Canon va renouveler presque toutes ses imprimantes. Oui, là, avec les nouvelles séries I. Alors, lorsque vous allez voir les séries I, c'est que c'est des nouvelles imprimantes de Canon. Ils en ont profité pour renouveler même leur gamme d'imprimantes portables qui... Je pense que tous les fabricants traînaient leurs vieilles imprimantes portables depuis des années. Et là, on arrive avec la i70, très jolie. Oui, c'est très joli. Un beau design, François. C'est bien réussi. C'est une imprimante là, qui nous donne à peu près la qualité équivalente à la i850. C'est-à-dire qu'on a 600 par 600 en noir et blanc pour le texte. Et on va chercher du 4800 par 1200 au niveau de la couleur pour la photo. C'est certain que c'est pas une imprimante qui a été faite là, pour les photographes. C'est plus une imprimante qui est faite pour le travail. Donc, on peut lui greffer un bloc pile qui est évidemment pas inclus, là, qui va coûter une centaine de $. Et là, ça devient une imprimante qui est complètement portative, qu'on peut utiliser, par exemple, dans un train, dans un autobus, avec son ordinateur portable. Par contre, je te dirais que, même si elle n'a pas été faite pour ça, elle nous a quand même donné des résultats, je te dirais, assez surprenants au niveau de la photo. C'est très, très bien, parce que tout à l'heure, on comparait les 3 photos, puis c'était pas évident de dire là, laquelle était supérieure aux autres. Je te dirais qu'elle est très rapide également, et un petit peu plus bruyante, évidemment, que les deux imprimantes de table, mais quand même, le niveau de bruit est, je te dirais, relativement acceptable. Si on parle du système de cartouches, il est un petit peu différent? Oui, c'est un petit peu différent. Évidemment, c'est des cartouches plus petites, et il n'y a que 2 cartouches, c'est-à-dire une cartouche pour l'encre noire et la bonne vieille cartouche qui contient les 3 couleurs de base pour l'impression des photos ou de la couleur, finalement. C'est légèrement plus dispendieux que, évidemment, parce que c'est portable, quand on parle de miniaturisation, un peu dans tout, on parle de hausse des prix. Donc, c'est un prix suggéré de 499 $ canadiens présentement. Okay. Et c'est tout nouveau également, ça vient de sortir. Oui, puis il faut le mentionner, bon, le seul point négatif qu'on pourrait peut-être reprocher à cette imprimante-là par rapport peut-être à un modèle d'HP qu'on avait évolué, c'est les fameuses cartes de mémoire. C'est l'absence du lecteur de cartes multimédia. Ça aurait été intéressant, par contre, il faut comprendre non plus que l'imprimante n'a probablement pas été fait pour ça. Mais peut-être ajouter que si vous avez un appareil photo Canon, vous pouvez le brancher directement dans l'imprimante et imprimer vos photos directement à partir de l'appareil photo. Donc, sans passer par un ordinateur. Mais ça prend un appareil photo Canon. Je l'ai essayé avec une autre marque, ça ne fonctionne pas. D'accord. Ben, merci Michel de nous avoir présenté ces modèles. Ça me fait plaisir. Frédéric Dubois a peiné toute la semaine puisque nous lui avons confié comme test un Jukebox MP3 de la compagnie Creative Lab. Bonjour Frédéric. Bonjour François. Alors tu as dû vraiment écouter toute ta musique pendant toute la semaine, effectivement, sur le nouveau Jukebox de Creative, donc le Zen, qui est la nouvelle évolution de la série Jukebox. Donc il y a eu le 1, 2, 3. Maintenant il y a celui-là ici. Beaucoup plus compact, évidemment, que l'ancienne série qui était format CD-ROM, en fait, là, qui était comme un lecteur de disque ordinaire. Lui est beaucoup plus petit, on parle de 20 GB de données. On peut transférer les données en USB 2.0, donc la nouvelle norme beaucoup plus rapide. C'est plus rapide un peu que le FireWire ordinaire. Donc celui-là aussi est compatible, évidemment, avec le USB 1.1 toujours.
Donc, c'est un design vraiment assez intéressant. C'est beau, quand même bien fait. C'est en aluminium, assez résistant. Les touches sont très bien accessibles sur les côtés, donc c'est bien fait à ce niveau-là. Bon, faut le dire tout de suite, ça vient avec un petit accessoire fort simple pour le protéger un peu. Une petite pochette bien simple et avec aussi une paire d'écouteurs qui est beaucoup plus standard. C'est pas une paire d'écouteurs très exceptionnelle. Si vous avez quelque chose de mieux à la maison, vous êtes mieux vous en servir pour avoir des meilleures basses, évidemment. C'est souvent le point faible de ce genre d'écouteurs-là. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un bon système. C'est un système aussi qui vient avec une pile lithium-ion intégrée. Donc, on retrouve souvent ça dans les PDA ou encore les nouveaux cellulaires. Une pile très performante. Donc, on n'a pas besoin de la changer, évidemment. Pas besoin de pile AA. Donc, c'est directement, on branche ça dans la prise secteur et ça se recharge. Fait intéressant aussi, ça se recharge par le port USB. Donc, si par exemple, vous êtes sur la route, vous êtes chez un copain, votre pile s'est déchargée complètement pendant un long voyage, vous n'avez pas amené avec vous votre bloc de recharge, vous pouvez brancher directement dans le port USB. C'est un peu plus long la recharge, évidemment, mais c'est tout de même pratique de l'avoir. On parle d'environ une quinzaine d'heures d'autonomie, évidemment. Oui. On peut toujours se demander si c'est vrai, mais toi, tu as fait des tests quand même assez J'ai fait des concluants. tests, là, j'ai chronométré la durée de vie là, en manipulant assez rigoureusement le disque, donc en allant d'une track à l'autre, et ça me donnait à peu près 15 heures d'autonomie, donc c'est vraiment intéressant, très performant. Donc c'est vraiment un bon produit à ce niveau-là, ça respecte ce qui est annoncé. Bon, au niveau du transfert, parce que bien sûr, lorsqu'on conçoit notre propre bibliothèque multimédia, on veut l'insérer là-dedans, on va faire beaucoup de transferts. Et là, on a différentes normes. Là. Tu me parles qu'il y a USB 2.0, FireWire, USB 1.1. Donc, comment ça se compare tout ça? Là? Donc, c'est sûr que le USB 2 est plus performant que le FireWire, mais évidemment, c'est un disque dur. On parle d'USB 2 480 mégabits par seconde. C'est beaucoup plus qu'un disque dur peut en supporter. J'ai vérifié quel débit que ça pouvait aller. On parle d'environ 60 à 70 mégabits par seconde. Donc, c'est assez rapide. Vous allez remplir le 20 GB de données en dedans de 40 minutes à ce rythme-là. Évidemment, si on a un système qui ne supporte pas le USB 2.0, on va être en USB 1.1 et là, c'est beaucoup plus long. On parle d'environ 5 heures pour remplir le 20 GB à un débit d'environ 1.2 MB par seconde. Donc, c'est 10 fois plus lent, là. À peu 10 fois près. plus rapide, évidemment, selon la perspective. Exact. Là-dessus, combien on pourrait stocker là, de musique environ? On parle d'environ 333 heures au format 128 kilobits du MP3. Donc, c'est 2 semaines de musique continue sans avoir à rechanger la même tune. C'est vraiment c'est énorme, en fait, là. J'ai même pas réussi à remplir le quart de ça avec ce que je possédais chez nous. Bon, les gens qui peuvent se demander des fois, est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui peuvent être ajoutées dans ce type d'appareil-là? Ça sera peut-être possible s'il y a des mises à jour parce qu'il y a un logiciel intégré qu'on appelle un firmware. Un firmware, exactement. Donc, le petit système d'exploitation interne, on peut le mettre à jour directement avec ce qui est rendu disponible sur le site de Creative. J'ai vu que, la prise d'écouteur, il y a une autre espèce de petite prise bizarre qui est exact. À quoi ça sert? Ça, c'est pour ajouter une manette qui est vendue en option. C'est un petit peu dommage. J'aurais aimé ça l'avoir à même le fil, donc pouvoir changer les pistes manuellement sur le fil. Et aussi pour enregistrer. Donc, on peut enregistrer la voix avec un microphone et ça vient aussi avec un synthétisateur FM, donc pour pouvoir écouter la radio et aussi l'enregistrer. Donc, à ce moment-là, c'est très intéressant, mais c'est vendu en option et on l'a pas testé ici à l'émission. Bon, je l'ai échappé sur la table et c'était pas un test voulu, mais pour le mentionner que c'est résistant comme appareil. C'est très résistant au niveau de l'anti-choc. Là, j'ai pu faire du jogging avec, je l'ai brassé quand même assez pour voir que, en fait, ça saute pas du tout. J'ai pas réussi à le faire sauter. Il y a quand même 16 MB de mémoire tampon à l'intérieur avec un disque dur, donc c'est très performant. Ça résiste à la plupart des chocs. Ça vient avec des logiciels. Oui. Qu'on peut peut-être critiquer comme étant un petit peu rétrograde comme style de logiciel. Oui. D'abord, le Creative Play Center version 3 que tu n'as pas trop aimé au niveau de l'organisation. C'est un logiciel qui est très axé vers tout ce qui est produit de Creative. Ça nous limite beaucoup au niveau de la gestion. C'est-à-dire qu'on peut pas créer nos propres répertoires. Vous allez classer vos pistes par album, par artiste ou par genre. Mais par exemple, là, si vous voulez mettre une collection ensemble dans un répertoire, c'est pas possible. Ce qu'on peut faire, évidemment, c'est une liste de lecture, une playlist qui va regrouper, vos pistes préférées. C'est très facile aussi, c'est intéressant, on peut le faire directement sur le système, sur le PC, ensuite la transférer, ou encore directement sur la route, directement sur le baladeur MP3. Mais c'est un peu archaïque. Je dirais que j'aurais aimé avoir plus de liberté, pouvoir sélectionner mes pistes comme je veux, les placer comme je veux et mettre un peu d'ordre. Parce qu'évidemment, on peut mettre au-dessus de 5000 chansons sur l'appareil. Donc, à un moment donné, se retrouver dans tout ça. Évidemment, il y a des fonctions de recherche. Mais bon, on sait rechercher avec une roulette, sélectionner A, B, et ensuite aller chercher nos pistes. C'est un peu fastidieux. Donc, avoir un peu plus d'ordre, ça aurait été bien vu. On peut s'en servir aussi pour, bien sûr, stocker d'autres médias. Exact. Des 20 vidéos, gigs de données. Donc, évidemment, on ne peut pas nécessairement remplir tout ça
simplement mettre des MP3 complètement. On peut aller chercher, en fait, on peut s'en servir comme un disque dur amovible, donc stocker des fichiers, des données. Donc ici, j'ai créé quelques répertoires avec quelques fichiers que j'ai pu transférer. Ce qui est dommage, c'est que pour accéder à nos fichiers, ça ne se branche pas comme un appareil, un disque dur amovible. Il faut installer les pilotes du Jukebox et aller chercher le Creative File Manager. Donc, c'est un peu dommage parce qu'on veut transporter ça sur la route, mais en même temps, il faut installer les pilotes de l'appareil et en plus un logiciel pour accéder aux données. Mais si, mettons, on n'aime pas les logiciels qui sont faits par Creative, toi, tu trouves un logiciel qui s'appelle le Notmad. Le Notmad, de oui. Redshift Software. Qu'est-ce qu'il permet de faire, de plus? En fait, lui, c'est une autre interface. Il va permettre grossièrement les mêmes possibilités que ce que le Play Center peut faire, mais ça va être beaucoup plus simple de gérer ces choses. En fait, on le voit, c'est un système qui ressemble beaucoup à l'explorateur de Windows. Donc, vous pouvez accéder directement à vos pistes, vos fichiers, faire des recherches tout simplement, gérer ces playlists, renommer les fichiers directement dans le logiciel, ce qui n'est pas nécessairement possible de faire dans le Play Center. Donc, on a une beaucoup plus grande liberté. Ce logiciel-là se détaille à 25 $ américains. Donc, si vous voulez l'acheter, évidemment, il y a une version d'évaluation qui est disponible. Si on parle en terminant là, rapidement là, des fonctionnalités qu'on retrouve à l'intérieur du baladeur, on parle ici là, de la technologie EAX de Creative Lab. Oui. Est-ce que ça, c'est vraiment intéressant? C'est une technologie qui est employée dans les cartes de Creative Lab, évidemment. Ce qu'on a repris ici, c'est qu'en fait, on a la possibilité en fait, c'est différent, c'est divisé en différentes fonctions. On a une possibilité d'ajuster le volume directement sur la piste. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a des grands sauts, des grands écarts dans le volume, ça se fait automatiquement. Donc, ça va gérer. Mais le plus intéressant, c'est surtout au niveau du l'égalisateur qui nous permet vraiment de gérer nous-mêmes les bandes de fréquences qu'on veut amplifier ou diminuer. Donc, à ce moment-là, on peut gérer comme on veut les différentes basses et ajouter plus de basses, évidemment, si par exemple votre casque d'écoute le permet. Donc, ça, c'est intéressant. C'est une des fonctionnalités les plus intéressantes de la technologie EAX disponible sur l'appareil. Comme le Smart Volume aussi, je pense. Exact. Comme je le disais tout à l'heure, qui permet d'ajuster en temps réel les pistes. Sinon, dans la navigation, ça se fait très, très bien. On a une petite molette qui nous permet de naviguer d'un menu à l'autre. Donc, pour 450 $, ça fait un baladeur qui devient assez concurrentiel. Comparativement à ce qu'on a vu autrefois, qui était beaucoup plus cher, cet appareil-là est vraiment intéressant au niveau de ses caractéristiques. Quelques bémols au niveau des logiciels pour accéder aux données. Mais somme toute, c'est un bon produit. Merci Frédéric. Ça fait plaisir. Maintenant, on va rejoindre Maxime Plante qui va nous parler encore d'outils de création de DVD. Cette portion d'émission vous est présentée par Info Unique, le détaillant en informatique, en électronique et le centre de services de la région de Québec, qui depuis plus de 12 ans mérite la confiance des particuliers et des entreprises. Info Unique, un partenaire de choix pour vos besoins de la nouvelle ère digitale. Bonjour Maxime. Salut François. Donc la semaine dernière, on avait parlé de logiciel de création de DVD haut de gamme, mais là on va regarder ce qui se fait dans l'entrée de gamme. YouLead de deux produits qui servent à faire des choses totalement différentes. Hein? Oui, tout d'abord, il faut dire qu'il n'y a rien entre les deux. Là. On a des logiciels ici qui sont logiciels de création DVD et de création de CD, DVD qui contiennent des photos. Ce sont des logiciels qui coûtent dans les alentours de 50 $, dépendant de si on veut le télécharger ou si on veut acheter la boîte tout simplement. Mais bon, il n'y a rien qui se fait entre les deux avec les logiciels à 500 000 $ qu'on a vu la semaine passée. Donc tu dis qu'il y en a pour faire justement des compilations de photos. C'est le cas de DVD Picture Show 2 de YouLead. Alors parlons de ce logiciel-là. Ce logiciel-là permet de transférer ces photos numériques soit sur VCD, sur SVCD ou sur DVD. Par exemple, si on fait un VCD avec ces photos numériques, on va tout simplement aller sélectionner ces fichiers JPEG sur le disque dur, les importer dans le logiciel, les classer évidemment pour les mettre dans le bon ordre. Si on veut, on peut ajouter des commentaires écrits à chacune de ces photos-là qui vont pouvoir être utilisées plus tard dans le processus de conception. Et une fois que ces images-là ont été bien classées, ben là, on peut décider, par exemple, de mettre des commentaires audio pour chaque photo. Donc, si on veut mettre un petit mot, on peut le faire. Et ça va se surimposer par-dessus une piste audio qui pourrait aller sur tout le diaporama complet. Donc, c'est un logiciel qui fait très bien ce qu'il y a à faire. On peut mettre des transitions entre chaque segment de l'album. On pourrait mettre tout simplement des mix, mais aussi d'autres transitions un peu plus flyées comme on trouve dans des logiciels de montage. Mais ça reste que c'est simplement des photos. Ensuite de ça, on vient choisir la musique dont je parlais tantôt qu'on met sur le fond de l'album. On peut l'étirer autant qu'on veut. On peut l'étirer, on peut la faire répéter dans le fond ou on peut ajuster le son. Et tout ce qui va nous rester à faire ensuite, c'est de faire la prévisualisation avant d'aller faire les menus.
Donc, on va regarder chacune des photos, les transitions. Est-ce que c'est convenable? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça sort bien? Si on veut, on peut Est-ce qu'on a mis trop d'effets de transition comme certains font des fois, justement? Oui. Et là, ce qu'on va faire aussi, on pourrait rajouter des photos si on le voulait une fois que c'est déjà monté. Mais bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher, on peut aller chercher d'autres sortes de fichiers. On peut intégrer des vidéos à ce logiciel-là. Toutefois, c'est pas un logiciel qui va nous permettre de faire des chapitres ou de faire des modifications très complexes aux fichiers vidéo comme on a vu dans les logiciels la semaine passée et comme le logiciel qu'on va voir tout à l'heure permet de le faire. Mais on pourrait quand même, comme là, intégrer un fichier QuickTime et il va se retrouver dans un menu à la même place que se retrouverait un album. Justement, parlons de la création des menus. Là-dedans, on a encore une fois toutes sortes de différents styles de menus. Ben c'est ça, ces styles de menus-là sont intégrés au logiciel. On peut les modifier si on veut. Toutefois, c'est pas obligatoire. Puis je dirais que quelqu'un qui s'achète ce logiciel-là, c'est parce que c'est pas quelqu'un qui a l'intention de modifier ces menus nécessairement. Donc, on prend les styles de menus qui sont là. On peut modifier modérément le menu pour ses besoins. Mais bon, tout ce qui va nous rester à faire ensuite de ça, c'est la simulation finale. Et puis ensuite de ça, on va graver les fichiers soit sur le disque dur ou sur un disque optique encore. Étant donné que ça c'est vraiment Monsieur Tout-le-Monde, ce logiciel-là, est-ce que tu as trouvé qu'au niveau des fonctionnalités, c'était justement ce qu'il fallait, c'était simple, c'était correct? Ben oui, c'est un logiciel qui est relativement simple d'utilisation. Je dirais que n'importe qui peut s'en servir. C'est ce qu'on retrouve peut-être chez Apple avec iPicture. La série iLife, là, tout ça? Oui, c'est ça. iPhoto, pardon. iDVD, tout ça. Mais bon, ça reste que c'est un logiciel qui aurait pu être intégré avec le deuxième logiciel DVD Movie Factory. Ces deux logiciels-là auraient pu faire un seul logiciel. C'est ce qu'on aurait pu retrouver dans le fond. Ça aurait pu se comparer à ce moment-là avec Sonic My DVD, si les deux logiciels avaient été intégrés ensemble. Toutefois, le deuxième logiciel, DVD Movie Factory, lui, est vraiment pour faire de l'édition de DVD ou encore là de VCD, mais pour importer ces fichiers vidéo. Il y a différentes sections, encore une fois. On peut copier les fichiers directement du caméscope et les envoyer sur un DVD. On peut même prendre les fichiers à partir d'un DVD qui a déjà été créé, les extraire sur son disque dur et éditer dans le fond la structure d'un disque qui existe déjà. Et ça, c'est pas possible de faire ça avec bien d'autres logiciels. Ça vous l'apporte peut-être à des questions légales. Ça, il faudra peut-être laisser. Oui, mais il respecte quand même les propriétés, les copyrights qui sont sur les disques commerciaux. Mais si on avait un disque qu'on avait déjà fait, on pourrait le prendre et puis l'éditer à ce moment-là. Ça a peut-être l'air compliqué un peu éditer un disque, là, mais avec ce logiciel-là, c'est tellement simple que tout le monde peut le faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va prendre ces fichiers vidéo, on va les importer. Donc, on a des fichiers vidéo AVI, QuickTime, ou qui sont déjà multiplexés en MPEG-2. On peut les importer dans ce logiciel-là. On va ensuite de tout ça créer des chapitres si on veut, et ça c'est très bon, parce que ce logiciel-là nous permet de créer des chapitres sur les séquences vidéo. On va pouvoir aussi insérer des photos. Toutefois, on n'aura pas les mêmes possibilités de bandes sonores et de commentaires audio que ce que nous offrait DVD Picture Show 2, mais quand même, on peut se faire des petits diaporamas dans ce logiciel-là. Oui, dans le fond, les deux logiciels offrent une fonction de base, c'est soit les photos, soit les vidéos, avec la possibilité de faire quand même l'un et l'autre. Oui, mais c'est pas complet des deux côtés. Ensuite de ça, on va choisir son menu. On a encore là une banque très complète de menus. On peut facilement changer les titres, changer les mots dans ces menus-là, changer les cadres de place, les enlever si on veut, tout simplement. Et puis, tout ce qui va nous rester à faire encore là, c'est de le graver ensuite de ça sur un disque. On doit le dire, quand on grave ça aujourd'hui, la part des lecteurs DVD qui sont sur le marché sont capables de lire à peu près tous ces formats-là, que ce soit du DVD, du VCD ou du SVCD. C'est ça, la plupart, mais quand même, il faut s'assurer que son lecteur DVD de salon peut le lire. Reste que la plupart peuvent lire, comme tu dis, là, les VCD et les DVD et les SVCD. Sinon, il reste toujours le bon vieux lecteur dans notre ordinateur. Le lecteur dans l'ordinateur, lui, va assurément le lire. Donc, si on a un logiciel pour lire les DVD, par exemple, qu'on utilise Power DVD, on va mettre le SVCD dedans et puis ça va jouer tout seul. On se casse même pas la tête à ce moment-là. Donc, c'est deux bonnes solutions de Yuli qui vont peut-être compétitionner celle qu'on a vue l'an dernier, là, de Sonic. De Sonic, avec Sonic My DVD. Reste que Sonic a des produits qui s'en vient prochainement, mais bon, on espère les avoir avant la fin de la saison, on ne le sait pas. Mais reste que Yuli a quand même fait des beaux progrès depuis les dernières années avec ces produits-là, qui est DVD Picture Show 2 et DVD Movie Factory. C'est des bons produits. Ça aurait été le fun qu'ils soient intégrés les deux ensemble, mais pour quelqu'un qui a un appareil photo numérique, on va chercher DVD Picture Show. Pour quelqu'un qui fait de la vidéo numérique, c'est DVD Movie Factory. Et on se casse pas la tête, on fait des CD et des DVD comme des pros. Merci Maxime. Ça me fait plaisir.
Pedro Picard, le président de Tarentule Média, me rejoint pour discuter d'un outil de communication novateur qui s'appelle Oralis, ainsi que Horatio, ainsi que le communicateur, donc qui a été dérivé en différents produits. Donc, Monsieur Pedro Picard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Micro.info. Et d'abord, parlez-nous un peu de ce produit de communication. Quel type de marché visez-vous? D'accord. Évidemment, lorsqu'on a développé ce genre d'outil-là, c'était dans le but de satisfaire les gens qui ont une grande difficulté de communication. On peut parler des gens aphasiques, on peut parler des enfants qui sont autistes, qui ont besoin de développer des méthodes, des moyens de communiquer pour entrer en relation avec les gens. Ça a été notre piste de développement, a été cela. Et on peut dire que ça fait un bout de chemin là où vous avez travaillé, parce que ça fait 7 ans là, que vous avez développé ce produit. Là, vous arrivez à la phase de commercialisation. Oui, exactement. Ça a été, évidemment, c'est assez long de développer un logiciel, encore plus lorsqu'on parle d'intégrer le langage à l'intérieur pour permettre aux gens de communiquer, et aussi en mode multilingue. Évidemment, on parle pas d'heures ni de jours, mais on parle d'années. Quelle sorte de problématiques là, vous aviez à aborder? Parce que, évidemment, vous deviez concevoir un outil pour vraiment apprendre à communiquer et pas un logiciel d'apprentissage de langue pur et simple. Oui, c'est ça. Évidemment, c'est un outil qui va beaucoup plus loin que les outils de traduction, que les outils qui servent à la communication à l'heure actuelle. Parce que la façon dont l'information est traitée à l'intérieur de notre logiciel, ça permet de faire une traduction qui est toujours exacte, sans faute, ni dans l'aspect narratif, parce que ça parle, l'ordinateur parle pour nous, et ni dans l'aspect écrit. Ça veut dire qu'on est toujours assuré que le contenu écrit et narratif est toujours intègre, est intact. C'est une idée que l'on transporte soit dans une langue qu'on ne connaît pas, ou soit parce qu'on a une grande difficulté d'élocution. Et là, vous avez développé, dans le fond, le concept, une idéographie aussi là, pour aller avec ça, et après des langages pour s'ajouter, et ça peut vous mener loin, ça vous pouvez rajouter d'autres langages plus rapidement maintenant. Là. Oui, exactement. Maintenant que le moteur est terminé, on sait, de base, on sait que avant de parler, lorsqu'on apprend à parler, n'importe qui sur la planète, c'est par nos sens que l'information rentre. Et 90% ou 99% de l'information qui rentre passe par la vue d'abord. Hein, la vue, l'audition et l'ouïe sont les deux sens qui nous connectent vers la réalité qui nous entoure, mais spécialement la vue. C'est-à-dire que ce que l'on retient, souvent, on parle en termes d'image mentale. Et c'est à partir de ces concepts-là qu'on a parlé, qui sont antécédents à la langue. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, évidemment, à partir d'idéogrammes qui symbolisent une idée, ensuite, on peut faire la correspondance multilingue sans risque de se tromper. Bon, dans votre cas, une image vaut 1000 mots. Alors, on va regarder, par exemple, ici, vous avez amené une tablette PC qui vient avec la version Horatio, qui est la version pour ordinateur de table, ordinateur portable. Si on montre un peu comment fonctionne le logiciel, peut-être nous l'expliquer. D'accord. Bon. Je vais installer pour que tout le monde puisse voir comme il faut. Évidemment, il y a des niveaux de difficulté parce que selon les besoins de la personne, si la personne a un handicap intellectuel plus grand, évidemment, va exprimer moins de besoins. On va y aller pour l'ensemble des besoins normaux. Je dis, on va d'abord y aller avec le français, puis je ferai une démonstration multilingue par la suite. D'accord? Fait que là, je vais tout simplement une fourchette, un couteau pour les besoins. Je veux. Ça parle pour nous. Quelqu'un qui mange pour manger. Manger. On va choisir, tiens, on va dire du poulet. Du poulet. Et on va rajouter et. Et. On peut continuer. On va aller dans boire. Boire. Boire quoi? On va dire un cola. Un cola. Je peux répéter ma phrase. Je veux manger du poulet et boire un cola. J'ai fait une phrase complète avec un certain degré de complexité en quelques clics seulement. Si c'est une phrase que j'ai répétée souvent parce que j'ai, par exemple, j'ai un handicap et je dois demander à période régulière, par exemple, d'avoir tel médicament ou tel truc, j'ai des phrases que je répète régulièrement, je peux sauvegarder ma phrase dans un pré-réglage que je peux appeler à n'importe quel moment. Je fais une petite démonstration et... Je veux manger du poulet et boire un cola. Je peux aller aussi au mode, on va retourner. Je vais faire une autre phrase, je vais y aller en mode multilingue, vous allez comprendre que la traduction se fait en temps réel. Je vais aller en espagnol, par exemple. OK? Et là, je vais vous parler en espagnol, tout simplement. Quiero ir al hospital. Je vais aller à l'hôpital. Je l'ai exprimé, je ne parle pas espagnol malgré que je m'appelle Pedro, et ça me permet de m'exprimer en espagnol. Bon, c'est un concept assez révolutionnaire. Pour les gens qui avaient pas d'outils pour, à part peut-être des livres avec des pictogrammes qui pointaient pour montrer aux gens comment ils s'expriment. Vous êtes vraiment arrivé avec quelque chose qui n'existait pas. Oui, exactement. C'est une nouveauté. C'est pas juste une nouveauté ici au Québec. Évidemment, on a fait beaucoup de recherches. On a reçu une subvention aussi d'Industrie Commerce qui alloue des subventions
co-projets, co-idées qui sont absolument originales. On parle à l'échelle planétaire. Fait qu'on est sûr qu'on est les seuls qui développent un outil qui permet de faire ça, qui permet de faire de la traduction en temps réel à l'intérieur d'une application portable. Un outil qui est multisensoriel parce qu'il y a une correspondance narrative qu'on peut entendre, une correspondance écrite qu'on peut suivre et l'idéographie, les symboles, le pictural qui nous permettent de saisir l'idée aussi. Et Horatio, bon ça c'est la version pour ordinateur que tout le monde peut utiliser. Il y a Auralis qui est la version pour les Pocket PC. Ouais. Donc là on peut amener ça avec une carte mémoire. Exactement. Et vous avez également, je crois, le compagnon. Donc là, ça c'est pour les gens qui sont en voyage, quoi? Oui, exactement. Évidemment, bon, ça c'est le format petit four que je dirais, mais on peut faire le même nombre de phrases, plus de 12 millions de phrases par langue dans cet appareil-là ou dans cet appareil-là. Lui, la beauté, c'est qu'il est portatif. Je m'excuse. Ça veut dire qu'on peut l'emmener avec nous. Évidemment, à cause de la grosseur de la machine, ça réagit un peu moins rapidement. Par contre, en voyage, si on se casse une patte, on arrive à l'hôpital, on est au Mexique, ou n'importe où, là, on peut dire j'ai mal là, c'est ça qui m'est arrivé, et ainsi de suite. Évidemment, ça donne un degré de sécurité et un degré d'expression inégalé. Ben, M. Picard, je vous félicite pour cette innovation. Je vous souhaite bonne chance dans la suite de vos projets. Merci beaucoup. Nous, maintenant, on va aller rejoindre Patrick Laforte chez Inphonic qui va nous parler de réseautique sans fil. Patrick Laforte d'Inphonic, bonjour. Bonjour François. On va parler ensemble de réseautique sans fil parce que c'est un milieu qui est en pleine expansion en raison des baisses de prix, entre autres. Oui. Si on parle des différentes normes qui existent, il y en a plusieurs. Là. Oui, ça fait déjà 2 ans que les réseaux sans fil sont disponibles sur le marché. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début, il y avait un certain manque d'intérêt dû au prix qui était très élevé. Là, présentement, c'est pas mal le temps de s'en acheter parce que les prix sont rendus très abordables, là, si on compare à il y a 2 ans. Puis, il y a 3 normes sur le marché, dans le fond. Vous allez retrouver le 802.11b, qui est rendu pas mal un standard. Même cette norme-là, on le retrouve maintenant dans les ordinateurs portables. C'est celle qui est la plus répandue, la plus abordable aussi. Vous allez avoir le 802.11a, qui est une nouvelle norme qui va jusqu'à 54 mégabits seconde, contrairement au B qui est à 11 mégabits seconde. Sauf que c'est plus dispendieux et ce n'est pas compatible avec les autres normes qui existent sur le marché. Et maintenant, il y a la nouvelle norme qui vient tout juste de sortir, le 802.11g. C'est du 54 mégabits aussi. Et puis, c'est compatible avec le 802.11b et non pas le A, mais ça offre quand même une certaine flexibilité. Donc, si on avait peut-être à faire un choix de normes, parce qu'il faut en faire un, parce qu'il faut que nos équipements aussi soient compatibles entre eux. C'est ça. C'est votre budget qui va déterminer votre choix, mais c'est sûr que le G à long terme, c'est vraiment un meilleur classement. Quand on parle de vitesse, on parle de 54 mégabits, ça simplement suffisant pour des besoins de réseau standard, de partage de connexion Internet, parce qu'on est limité de toute façon sur Internet actuellement. Oui, absolument. Même si vous allez faire seulement de l'Internet, pas nécessairement du transfert réseau de gros fichiers, là, un 11 mégabits, c'est amplement suffisant. Votre accès réseau à la maison, Internet ne vous donnera pas plus que ça de toute façon. Donc, si on retrouve, par exemple, très bon produit de Netgear, ça commence à 150 $. Vous avez un routeur qui est sans fil, donc ça vous permet de brancher jusqu'à 4 appareils ici en arrière. Puis, vous avez la partie sans fil qui est là. Donc, si je compare un routeur standard qui est à peu près 80 à 100 $, là maintenant j'ai le sans fil qui est disponible, qui fait les mêmes fonctions en plus du sans fil pour à peine 50 $ de plus. Il faut peut-être le mentionner, par exemple, au niveau de la configuration, au départ, il faut quand même utiliser des câbles. Hein? Oui, c'est ça. C'est que la plupart des routeurs, qu'ils soient sans fil ou avec fil, vous allez les configurer avec votre navigateur web. Donc, vous allez taper dans l'adresse Internet, l'adresse IP de votre routeur, et là, vous allez rentrer dans la configuration, vous allez pouvoir le paramétrer là, de A à Z. Sauf que, même si vous avez un routeur sans fil, pour faire ce paramétrage-là, vous allez devoir être relié par câble. Donc, la première fois, il faut quand même se brancher pour paramétrer le routeur sans fil. En fonction des différentes normes, est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes aussi au niveau de la distance, par exemple, que le réseau peut avoir? C'est sûr que la plupart des compagnies vont vous avertir là, que c'est vraiment l'environnement et les conditions, dans le fond, les obstacles là, qui vont déterminer la portée de votre réseau sans fil. Sauf que on peut s'entendre pour dire que ça va d'une portée de 100 à 150 pieds là, facilement. Ça peut aller dans les aires ouvertes jusqu'à 300 pieds. Et il existe des antennes pour avoir une meilleure étendue au niveau du réseau. Ça peut aller jusqu'à 1000 pieds. Donc, lorsqu'on veut se faire un réseau, d'abord, il y a le routeur qu'on va se procurer idéalement. Ensuite, il y a d'autres composantes. Quelles sont-elles?
C'est sûr que ça vous prend un PC ou un portable qui est équipé d'une carte sans fil. Ou même une console de jeux vidéo. Oui, maintenant, c'est ça, les consoles de jeux, vous pouvez avoir de l'équipement pour ça. Donc, dans les portables, ça peut être une option qui va être à l'intérieur, donc soit à l'achat, soit par après. Ou sinon, une option qui est plus populaire pour les appareils moins récents, vous allez avoir des cartes PCM-CIA. Ça va s'insérer dans une fente d'expansion sur votre portable et ça va vous donner l'accès au réseau. L'avantage principal que je donnerais à une carte PCM-CIA, c'est que vous pourriez aller chercher le réseau qui est le 802.11g. Alors que si ça vient avec votre portable ou que vous le rajoutez par après, vous êtes probablement dans le 802.11b qui est à 11 mégabits standard. Il y a aussi des points d'accès qu'on peut installer. À quoi ça sert, ça? Oui, ça fait tout. Là, dans le fond, c'est un routeur, donc ça vous permet de départager votre accès Internet. Donc, avec une connexion, vous allez pouvoir avoir jusqu'à 32 utilisateurs sans fil. Et étant donné qu'il y a 4 prises, vous allez pouvoir brancher directement 4 appareils avec fil. Lui, il va s'occuper de tout. Un point d'accès, c'est tout simplement une entreprise, principalement, qui a déjà son réseau Internet qui est en place à l'intérieur et qui veut que certains appareils puissent aller sur le sans-fil. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas mettre un routeur parce que l'accès Internet, il est déjà commuté à l'intérieur de la bâtisse. Là. Donc, c'est tout simplement un point d'accès que ça prend. Ça va permettre de se connecter au réseau via le sans-fil. Puis en terminant, Patrick, dans ce monde-là, il y a énormément de compagnies, mais il n'y a pas beaucoup de différence entre elles, hein, parce que c'est très semblable aujourd'hui. Oui, c'est très, très similaire. La plupart des produits se suivent et se ressemblent. Les gammes de prix se ressemblent beaucoup aussi. D'accord. Merci, Patrick. Merci, François. Affichez vos pixels vous est présenté par le Centre national d'animation et de design. Au Centre NAD se côtoient depuis 10 ans les professionnels de l'imagerie numérique d'aujourd'hui et les artisans de demain. Ouvrez l'œil sur les informations professionnelles les plus complètes de l'industrie. Contactez-nous pour une visite guidée. Affichez vos pixels se veut une vitrine pour les artistes québécois de l'imagerie numérique. Voici les créations de la semaine. Pour obtenir des informations additionnelles ou soumettre des images, écrivez à l'adresse suivante. Au cours du segment jeu qui commence à l'instant, il va être question de quelques jeux sur la console Game Boy Advance, mais surtout de 5 jeux sur la console PlayStation 2, à savoir Primal, Clock Tower 3, Amplitude, Automodelista, mais surtout Midnight Club 2. On va commencer sans plus tarder avec Philippe Carrier. La console PlayStation 2 est reconnue pour avoir une vaste librairie, donc nous allons parler de nouveaux titres sur cette console avec Philippe Carrier de hardgamers.com. Bonjour Philippe. Salut François. Il y a toujours des titres qui se pointent à l'horizon chaque semaine sur cette console-là. Même là, si ça a été un petit peu mort là, au début de l'année, là, on en a beaucoup actuellement à se mettre sous la dent. Un des premiers titres dont on va parler, c'est un titre musical qui s'appelle Amplitude. Positionnons-le d'abord dans le marché des jeux musicaux parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Là. Alors souvent, les gens vont reconnaître Dance Dance Revolution, Rapapa the Rapper. Alors c'est des jeux de musique souvent qui ont une histoire, ils ont un concept assez spécial. Mais Amplitude, c'est vraiment juste un jeu de musique. Ça se concentre sur les trames sonores. Alors, le jeu présente 25 pièces musicales qui sont quand même très accessibles. Les groupes sont assez variés. On a du Garbage, Blink-182, Weezer. Il y a de la musique un peu plus accessible comme David Bowie aussi. Mais il y a des groupes quand même un peu plus rock comme Slipknot, Papa Roach, de la musique électronique aussi. Alors, c'est vraiment très varié à ce niveau-là. Oui, on sent que le catalogue de Sony a été très utile pour ce jeu-là. C'est la suite d'un jeu qui est apparu au lancement à peu près de la PlayStation 2 qui s'appelle Frequency. Donc, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de différences entre ces deux titres? Hein? Je dirais qu'ils ont repris tous les bons éléments de Frequency. Frequency, c'était le principe d'avoir des trames sonores divisées en instruments. Alors, toutes les notes de musique sont placées sur les trames. Il faut les activer avec un laser à partir d'un curseur. Alors, tout se défile. Faut activer les pièces une trame à la fois. Il y a des power-ups, ce qui fait qu'on peut faire toutes sortes de choses avec ça, mais c'est vraiment d'essayer de faire jouer la musique au complet en activant toutes les trames. Alors, cet élément-là revient, mais c'est tout le décor qui change. C'est beaucoup plus coloré, c'est plus interactif comme environnement, mais c'est essentiellement le même jeu.
puis au niveau des contrôles, il faut le dire, bon, c'est un jeu qui est très simple, qui demande, dans le fond, qu'une chose, du rythme. Du rythme et savoir frapper 3 boutons. Ça prend juste 3 boutons pour jouer à ce jeu-là. Mais effectivement, il y a différents niveaux de difficulté au jeu. Et à chaque niveau de difficulté, il y a plus de notes à activer pour chaque trame. Alors vraiment, là, au niveau le plus difficile, c'est excessivement difficile et ça prend beaucoup de pratique. Est-ce qu'il y a des modes de jeu différents? Est-ce qu'on peut jouer, par exemple, à plusieurs sur la même console? Oui, on peut jouer jusqu'à 2 joueurs hors ligne, mais le jeu est maintenant disponible sur PlayStation 2 en online, sur le modem 56K et aussi en haute vitesse. Alors c'est très accessible et en ligne, il y a des modes jusqu'à 4 joueurs. On peut affronter d'autres joueurs, on peut faire jouer des pièces qu'on a créées nous-mêmes à partir de la banque de musique. On peut faire des remixes en ligne. Alors il y a vraiment une variété de modes assez intéressante. Ça, c'est un jeu qui est assez inusité là, pour un jeu en ligne parce que c'est pas un style là, qu'on est habitué de voir. Par exemple, sur PC, on a énormément de jeux en ligne. Sur console, c'est assez nouveau. Est-ce que c'est populaire? Est-ce que ça poigne, comme on dit? Il y a assez de gens pour toujours trouver une partie, que ce soit en semaine, en soirée. Alors oui, il y a assez de joueurs pour jouer et il y a tous les niveaux de joueurs. Alors vraiment, là, si on est débutant et on veut essayer de jouer, il n'y aura pas de problème. Il y a assez de monde pour que ça soit intéressant. Je présume que c'est pas très exigeant au niveau de la connexion non plus. Non, sur un modem 50K, il n'y a aucun ralentissement en ligne, alors c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et de dire qu'on peut télécharger des pièces musicales que les autres joueurs ont créées, alors c'est vraiment un atout parce qu'on peut rehausser le contenu de ce jeu-là. Donc un jeu qui t'a plu, maintenant un jeu qui t'a déplu, c'est Automodelista. C'était un jeu là, pourtant qui semblait très prometteur. Hein? On avait vu ça au E3 l'an dernier, c'était très coloré, un jeu de course en cel shading, c'était très novateur, mais ça livre pas la marchandise. C'est la grosse mode de cette année. Tous les jeux ou presque sortent avec ce nouvel engin graphique-là. Malheureusement, pour qu'un jeu soit bon, ça prend un engin solide, quelque chose d'amusant. Puis c'est pas le cas avec ce jeu-là. Si on parle un peu de ce qu'offre Automodelista, le mode Garage Life, c'est comme un garage. Alors c'est à partir de là qu'on peut faire la plupart des choses qu'on peut faire dans le jeu. L'intérêt principal du jeu, c'est qu'il y a des licences de fabricants. Alors on peut gagner tout plein de voitures en gagnant les courses. Mais il y a aussi énormément de personnalisation des voitures, que ce soit graphiquement ou dans la mécanique. Alors c'est toujours avec des marques de pièces reconnues. Alors les joueurs qui aiment ça, là, vraiment jouer avec leur voiture, il y a énormément de personnalisation. Et lorsqu'on embarque sur la piste, c'est là que le jeu se désagrège complètement sous nos yeux. Oui, il y a vraiment un gros problème, c'est que tout glisse. On dirait que les autos ont des pneus à la fesse, si vous pardonnez mon bon québécois, mais on dirait que toutes les pistes sont recouvertes de glace. Alors, peu importe ce qu'on essaye de faire avec les contrôles, que ce soit analogique ou digital, aussitôt qu'on donne un petit coup de volant, la voiture part en tête à queue et il n'y a aucun contrôle possible. Là, à moins d'être excessivement patient et minutieux, on n'arrivera pas à grand-chose parce que souvent, on arrive, mettons, dans un jeu comme Gran Turismo 3, on sait à quoi s'attendre, c'est de la simulation, les contrôles sont tel type. On s'en va dans Ridge Racer, c'est arcade, c'est un autre type. Mais là, on ne sait pas à quoi s'attendre. Exactement. C'est vraiment un croisé entre la simulation et l'arcade, mais avec les mauvais éléments des deux. Des contrôles très précis, mais des dérapages épouvantables. Et Capcom parle que c'est un avantage de ce jeu-là de contrôler des dérapages. Mais finalement, si on veut gagner des courses et avancer dans le jeu, il faut apprendre à bien tourner et à donner des coups de volant au bon moment pour que la voiture s'écrase dans les côtés de piste. C'est vraiment pas très réaliste. Et le jeu offre aussi un mode en ligne comme tous les jeux qu'on présente ce soir, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Hein? Il y a presque personne. On peut s'attendre à 20, 30, 40 personnes, pas plus. Et effectivement, l'interface du jeu en ligne est faite pour des centaines et des centaines de joueurs. Alors on arrive en ligne et ça a l'air vide. Les gens sont tous dans la même salle de jeu. Alors c'est difficile de trouver une partie. Malgré tout, ça peut se jouer jusqu'à 8 joueurs en haute vitesse seulement. Alors c'est quand même limité le nombre de joueurs qui vont pouvoir se brancher. C'est complexe à inscrire, ça peut être long, mais si les gens accrochent au type de jeu, ça peut être intéressant parce que si on modélise des voitures à notre goût, les autres joueurs vont les voir comme on les a créées. Alors ça peut être intéressant à ce niveau. Avec des petits collants, des choses comme ça. Exactement. Bon. Là, on va passer à un jeu du même genre, mais lui qui est réussi et qui a livré la marchandise, c'est Midnight Club 2. Là, faut pas penser que c'est vraiment identique au premier jeu qui était paru aussi au lancement de la console PlayStation 2 parce que depuis ce temps-là, la compagnie Rockstar a fait beaucoup de chemin. Ils ont fait beaucoup de chemin et beaucoup d'argent et ils sont capables d'investir dans leurs produits. Alors Rockstar a mis beaucoup d'énergie à améliorer le premier Midnight qui était quand même assez limité. Il y avait seulement 2 villes. Ce qui était disponible dans le jeu était peu intéressant. Le moteur graphique était pas très beau, mais là, on a amélioré à tous les niveaux. Oui. Et là, il faut le dire, c'est un jeu de course de rue, bon, dans 3 grandes villes du monde. Et comment ça fonctionne, là? Il y a un scénario un peu caché à travers ça? C'est assez limité l'élément de scénario. Le jeu se déroule à Los Angeles, Paris et Tokyo. Dans chaque ville, il va falloir découvrir et affronter des personnages qui font des courses de rue. Alors, il faut les trouver, il faut leur lancer un défi en donnant
dans les appels de phare. Les appels de phare, tout simplement. Et ensuite, le personnage va nous conduire à un endroit qui va être le point de départ pour une course. Mais il faut le dire, hein, ça prend quand même beaucoup de talent de conducteur pour ce jeu-là parce que c'est un jeu avec une intelligence artificielle assez relevée. C'est un jeu arcade, mais qui demande beaucoup de pratique. Les adversaires sont intelligents, ils sont agressifs, mais on n'a jamais l'impression de se faire tricher. C'est un jeu où il faut pratiquer, il faut apprendre à connaître les raccourcis de la ville. Alors, il y a beaucoup de possibilités dans ce jeu-là et on se tanne pas parce que les villes sont immenses. Alors, comme Grand Theft Auto, il n'y a pas juste une piste et un circuit. Là, on va vraiment découvrir une ville qui est animée, qui a plein de voitures, des gens qui se promènent et c'est quand même bien modélisé. Au niveau des voitures, c'est pas très beau, mais les villes sont tellement vastes, les effets d'éclairage sur les voitures sont excellents. Alors, dans l'ensemble, ça devient très intéressant. Il y a aussi des motos, je crois. Oui, il y a même des motos. Ce qui est plaisant, c'est que, vu que c'est un jeu arcade, les contrôles sont assez faciles, les voitures collent, puis il y a quand même des petits turbos, il y a toutes sortes de choses qui font que on s'amuse puis on découvre des choses au fur et à mesure, des habiletés qu'on n'avait pas au départ. Puis le mode en ligne, lui, est vraiment réussi aussi. C'est plus réussi. Il y a un peu plus de monde, il n'y a pas de ralentissement, et puis de toute façon, c'est aussi bon que le jeu hors ligne. Alors, quand c'est plaisant hors ligne, arriver à jouer avec 8 joueurs, c'est vraiment amusant. Donc lui, là, c'est un achat, un must, comme on dit? Je le conseille. Merci beaucoup, Philippe. Merci, François. Cette portion d'émission vous est présentée grâce à la collaboration de Dream City, le centre multimédia. Salle de jeu en réseau, simulateur de course, Internet haute vitesse, le tout dans une ambiance du tonnerre. Maintenant, 2 centres pour faire éclater vos sens à Sainte-Foy et à Beauport. Dream City, mon monde. Rénal Doré nous a rejoint. On va parler ensemble de jeux ténébreux pour la console PlayStation 2. Bonjour Rénal. Bonjour François. Alors, ce sont des jeux qui t'ont plu, hein, donc ouais, deux bons jeux. Des bons titres. Le premier vient de Capcom, c'est une série qu'on connaît peu, Clock Tower, 3e épisode qu'on connaît en Amérique. Parle-nous un peu des prémices du jeu d'abord. Dans ce jeu-là, tu joues le rôle d'Alyssa Hamilton, une jeune orpheline qui reste dans un collège, elle est pensionnaire dans un collège. Elle a fait une enquête sur la disparition de sa mère, puis sur des meurtres crapuleux qui ont été commis par des tueurs en série. Et là, ça nous amène dans différents univers. Là. On voyage dans le temps. Oui, on voyage dans le temps. On va à Londres, surtout, pendant la Première Guerre mondiale, dans les années 60. Mais c'est toujours les mêmes ambiances, là, glauques et ténébreuses, là, les ruelles, toutes très morbides. Là. Et ce qu'il faut dire dans ce jeu-là, parce que bon, ça fait partie du fameux genre des survival horror, donc des jeux de survie. Sauf que c'est pas du tout pareil à Resident Evil ou Silent Hill ici. Ça ressemble visuellement beaucoup à Resident Evil, mais ils ont changé un petit peu la recette en s'inspirant un peu, je crois, du film de Sixth Sense, parce que maintenant tu as des fantômes dans le jeu. Puis ces fantômes-là, il faut que tu les aides à libérer leur âme. Et pour ça, bon, on n'a pas des bazookas et des mitraillettes, mais on est limité. Hein. Là, tu as seulement de l'eau bénite. Tu peux pas éliminer tes ennemis si tu fais rien que les contenancer, là, les retarder, pour te donner l'occasion de te sauver. OK, donc ça amène une dynamique de jeu qui est différente. Oui. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, ça fonctionne bien parce que tu as un niveau de panique. Les fantômes peuvent te faire peur et te nuisent pas. Fait qu'il faut que tu libères le plus de fantômes possible pour être dans une ambiance moins épeurante. Puis quand tu te fais attaquer par les tueurs en série, là, Alyssa peut venir très très paniquée, elle se met à courir, elle peut rentrer dans un meuble, elle commence à voir embrouillé. Fait qu'il faut que tu évites absolument qu'elle soit paniquée. Fait que tu évites toujours les confrontations avec les tueurs en série. Donc ça rajeunit un peu cette recette-là qui commençait à être un peu vieillotte, là. Ouais. Tu confrontes les tueurs en série à un moment donné quand tu as élucidé l'énigme, parce qu'il y a une énigme par niveau à résoudre. Quand tu as résolu l'énigme, là, tu confrontes le tueur en série directement avec une arme sacrée, une espèce d'arc, avec lequel tu peux tirer des flèches pour l'éliminer vraiment, là, parce que les autres, ils méritent d'être éliminés. Okay. Donc c'est un jeu quand même intéressant qui est peut-être un petit peu court, donc peut-être une location à ce moment-là. Pour les fans de Resident Evil, ce serait quelque chose à regarder. On va parler maintenant de Primal, qui lui a été développé par ceux qui ont fait Medieval sur la console PlayStation, qui était quand même une série appréciée, mais un peu difficile. Là, Primal, vous arrivez avec un concept différent, donc c'est pas du tout Medieval. Alors, non, c'est plus sérieux. Tu es dans un environnement un peu gothique, un peu à la Soul River. Là. Dans ce jeu-là, tu joues le rôle de Jennifer Tate. C'est une serveuse de 21 ans qui se fait... Son copain se fait kidnapper, finalement. C'est un chanteur de rock dans un groupe rock. Fait qu'il se fait kidnapper par un démon. Fait qu'elle, bonne copine, faut qu'elle aille le délivrer.
pour ça, a été aidé par une espèce de gargouille, une gargouille humoristique un peu, là, qui lui présente un peu comment est-ce que le monde d'Oblivion fonctionne. C'est un univers parallèle dans lequel va se dérouler le reste de l'aventure. Fait que cette gargouille-là lui livre les secrets, lui donne des pouvoirs. Tu peux toujours changer entre la gargouille. Tu contrôles les deux personnages en réalité. Tu contrôles la gargouille et Jennifer. Fait que tu peux passer d'un à l'autre n'importe quand dans le jeu. Ils vont suivre l'un l'autre à ce moment-là. Oui, quand tu en contrôles un, l'autre essaye de le suivre autant que possible parce qu'ils ont des pouvoirs différents, fait qu'ils peuvent aller dans des endroits différents. Mais ça donne une dynamique de jeu qui est assez différente de ce qu'on connaît jusqu'à présent, parce que là, il faut vraiment servir des deux. Oui, mais c'est beaucoup de combats. Jennifer, elle est très efficace en mode de combat. Elle a seulement un couteau, fait que c'est pas un jeu où tu as une grosse artillerie non plus. C'est un couteau avec un mode de combat assez facile à prendre en main, puis très, très efficace. Très visuel aussi. Hein? Oui, très, très beau. Tu peux te transformer en différents démons, parce qu'il y a 4 démons, il y a 4 mondes, puis chaque monde a 4 types de démons différents d'habitants. Fait que tu peux te transformer, puis chacun a leur mode de combat là, qui peut aider à progresser dans le jeu. Ça, c'est une recette qui fonctionne très bien parce que les mondes sont très vastes, on peut sauvegarder n'importe quand, on n'est pas pris, là, on n'est pas frustré rapidement. Oui, puis tous les dialogues sont enregistrés, là, fait que aussi tu as des versions françaises, les principales langues européennes, fait que les personnes qui sont pas très bonnes en anglais, ils vont se retrouver dans le jeu, là, c'est assez facile. Puis les 4 mondes, est-ce qu'il y a une bonne durée de vie, tout ça? Oui, chacun des mondes, là, c'est au moins 6 à 10 heures de plaisir puis de jeu parce qu'ils sont très, très vastes. Même, tu marcherais tellement dans ce jeu-là, tu marcherais beaucoup trop s'il n'y aurait pas des déchirures de téléportation. À certains endroits, tu peux te téléporter d'un bout du monde à l'autre parce que sans ça, tu passerais vraiment ton temps à marcher, tu userais tes souliers. Donc, de belles trouvailles. Merci, Roland. Oui. Nintendo a fait fortune ces dernières années grâce à une seule série, Pokémon. Eh bien, cette série est de retour sur Game Boy Advance et si vous avez un Game Boy Advance SP, sans doute allez-vous peut-être vous procurer ce jeu-là si vous êtes des fans de cette série. On va parler avec Daniel Lucchesi de ces 2 nouveaux jeux parce qu'encore une fois, Nintendo a décliné ça à 2 sauces. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors, on a la rouge et la bleue, mais c'est du pareil au même encore. Hein? Ouais, ben pareil au même. On a rajouté quelques éléments, mais je dirais côté graphisme, si on veut en parler en premier, là, c'est pareil, là. On met ça en couleur et puis ça revient du pareil au même. On voit peut-être un peu plus de finesse dans certains graphiques, mais il n'y a pas beaucoup plus de richesse par contre. Ouais, ben la résolution, c'est sûr que c'est un petit peu meilleur, surtout en plus avec le Game Boy Advance SP, là, l'écran c'est super beau, mais je dirais côté profondeur graphique, là, on n'a pas poussé ça au maximum, là. Étant donné que Pokémon c'est une grosse franchise, on aurait pu s'attendre à mieux. OK. Là, on parle de, encore une fois, plein de nouveaux Pokémon à capturer. Le concept de jeu n'a pas changé là, ici. Non, exactement. Au début, vous devez essayer de capturer quelques Pokémon pour vous former une petite armée et puis essayer de devenir finalement le meilleur entraîneur de Pokémon au monde. OK. Et là, ça inclut quand même certaines nouveautés là, pour les amateurs de la série parce qu'il faut quand même se rappeler que c'est quasiment 7 ou 8e titre de cette série-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Entre autres, il y a le Pokéblock, je crois. Oui, bon, ben, on a rajouté des petites choses par rapport à la condition de nos Pokémon. Donc, on peut l'améliorer en trouvant des blocs spéciaux. Donc, on va trouver des baies, comme des fraises ou des pêches sur la carte. Et puis, on va pouvoir mixer ça dans un gros malaxeur géant et puis se faire des Pokéblocs. Donc, qui vont améliorer la condition de notre Pokémon. Donc, on va pouvoir rendre notre Pokémon plus fort. On va pouvoir le rendre plus beau. Et plus beau va nous servir, étant donné qu'il y a des concours. Donc, il y a des concours de beauté de Pokémon, ce qui peut nous donner des items bonus, là. Il y a aussi, au niveau du combat, là, où il y a quand même eu des changements intéressants. Oui, ben on a ajouté les combats 2 contre 2. Donc, parfois, on a des entraîneurs de Pokémon qui vont lancer 2 créatures. Donc, c'est des combats 2 contre 2. Ça demande un peu plus de stratégie, donc faut gérer 2 personnages en même temps, donc changer un personnage, effectuer telle attaque sur un des personnages ennemis. Là. Ça ajoute un petit peu de stratégie, mais c'est rien de merveilleux. Là. Au niveau de la durée de vie, est-ce que c'est aussi conséquent que les précédents? Non, ça ça a été amélioré, je pense. Là, le jeu est très facile, mais je dirais pour quelqu'un qui voudrait essayer de capturer toutes les créatures, là, on parle d'un bon 80 heures de jeu. Là. Sinon, la quête normale, peut-être 30 heures. Et si on a évidemment des amis qui ont des jeux Pokémon, on peut partager encore des Pokémon. Oui, on peut essayer on peut partager nos Pokémon, donc on peut les échanger avec nos amis. Et comme vous savez, Nintendo a usé un peu de marketing là-dedans. Donc, si vous voulez avoir tous les Pokémon, vous devez acheter les 2 jeux parce que certains Pokémon se retrouvent uniquement sur un des 2 titres. Ça, c'est considérant qu'il nous reste encore des amis, bien entendu. Maintenant, on va parler d'une série de Capcom qui fête son 15e anniversaire, je crois, cette année. C'est la série Mega Man. On a un titre qui vient de paraître sur Game Boy Advance qui s'appelle Mega Man
and Bass, mais ça, c'est paru au Japon un petit peu l'an dernier. Oui, c'est un jeu qui s'appelait Rockman and Ford, finalement. C'est un jeu qui est déjà sorti au Japon. Et puis, peut-être qu'il y en aura certains qui en auront entendu parler sur Internet. Et bien, c'est un jeu qui met en valeur 2 personnages. Donc, on a Megaman, comme d'habitude, et puis on a Bass. Donc, Bass, c'est un nouveau personnage. Il a ses habiletés spéciales. Donc, au début du jeu, vous avez un choix. Donc, choisir Megaman ou Bass. Et chacun des personnages ont leur habilité spéciale. Comme on dira, Megaman, lui, a la possibilité de charger son tir, tandis que Bass, lui, a un tir rapide. Donc, au début, vous devez user un petit peu de stratégie là, pour choisir votre personnage. Bon, évidemment, l'un ou l'autre des personnages, c'est un choix à faire. Après ça, il y a une dizaine de tableaux. Mais dans les tableaux, on a des bolts qu'on peut ramasser. À quoi ils servent? Les bolts, il y a des petits interludes entre les tableaux. Donc, on peut se retrouver dans un magasin où on peut se procurer des objets qui vont nous servir pendant les tableaux. Donc, si on souffre pendant un tableau, on se fait beaucoup toucher, on a la possibilité d'acheter entre les tableaux des barres d'énergie qu'on peut utiliser. Ouais, je tiens à dire en terminant, ce jeu est excessivement difficile. Donc, pour les jeunes, là, oubliez ça, ça prend vraiment les nerfs solides pour passer à travers ce jeu-là. Par contre, si on veut un jeu un peu plus facile, Sonic Advance 2, lui, c'est un type familier. Là. Oui, ben c'est un gros jeu de vitesse finalement, mais c'est pas un jeu qui est difficile exactement. C'est plus pour les enfants. Donc, c'est un jeu qui va très vite. Vous incarnez en fait, vous avez le choix de 4 personnages. Le principal étant Sonic, qui est un petit hérisson qui bouge très vite finalement. Le jeu, c'est un jeu qui est complètement à l'horizontale, donc vous devez vous rendre à un point A à un point B le plus vite possible en amassant des anneaux d'or finalement qui augmentent votre score. Puis bon, évidemment, si on a d'autres amis qui veulent jouer à ce jeu-là, on a un mode Link, qu'est-ce qu'il peut faire? Là? Exactement, donc on a 2 possibilités, soit qu'on fait des compétitions pour celui qui ramasse le plus d'anneaux possible, donc vous pouvez essayer de compétitionner contre vos ennemis en leur fonçant dedans, ils vont perdre leur anneau, c'est un peu de la compétition, et on a aussi le mode Time Attack où on doit essayer de faire le meilleur temps. Mais on sent que cette série-là a besoin vraiment de se renouveler parce que ça commence à être déjà. Oui, c'est pareil au même depuis le Sega. D'accord. Merci Daniel. Bye bye. Nous vous invitons maintenant à visiter le site web de micro.info où vous trouverez toutes nos émissions en format Real Video, des liens et des compléments concernant celles-ci, des articles de fond, un forum de discussion et un service d'annonce classé. Le site web de Micro-Info est hébergé grâce à la collaboration de Cybercat, une équipe d'ingénieurs œuvrant depuis plus de 5 ans dans le développement d'applications web et Palm OS pour les entreprises, et de Linux Québec Technologies, une firme avant-gardiste qui œuvre dans le domaine de la réseautique. Dans moins d'un mois, nous nous rendrons au Electronic Entertainment Expo pour suivre l'actualité du monde des jeux vidéo. Nous verrons sans doute Cameo Elements of Power, le premier titre de la compagnie Rare pour la console Xbox. On va regarder des images à l'instant. Bonne semaine à tous! Les éléments de décor ont été gracieusement fournis par Flymeuble et les équipements informatiques par Info Unique. Threatening to turn all to chaos and destruction. Must take up the challenge. Only you have the power to master the elements, to wield the forces of nature, and restore the balance. Regardez Canal Vox, branché sur votre monde. À bout de souris, les filles. C'est pas mal. Bonne fête, Noémie. Bonne
chouette. Salut, je suis Samuel. J'aime la pizza, pas de piment. Je porte tout le temps un t-shirt puis des jeans. Je dessine partout, dans mes cahiers, sur mes cartables. Je me suis même inscrit à des cours. Plus tard, ce qui serait vraiment cool, ce serait d'avoir mes dessins sur ma collection de t-shirts. Je suis heureux de vous rencontrer et surtout d'être votre fils depuis 16 ans. Parlez-leur. Intéressez-vous à leurs rêves, leurs projets. Aidez-les à les réaliser. Dire que j'ai bercé ta grande sœur comme ça des nuits de temps, puis aujourd'hui on se parle à peine. Des fois j'ai envie de la prendre dans mes bras comme quand elle était petite, puis que je lui chantais « Bateau sur l'eau, la rivière, la rivière, bateau sur l'eau, la rivière est pleine d'eau. » Vous regardez Canal Vox, branché sur votre monde.